Hello, everybody. Good morning and welcome. My name is Tamsin Rose, and I have the great pleasure of being your moderator today. And our session is EU Green Deal, Make It Real, looking at how we can make the Green Deal locally relevant through territorial ecosystems. This session is organized by UDIT and with the kind support of Veolia and PlaceCube. This event is recorded and it will be made available together with the relevant PowerPoints on the UDIT website. You can listen to our event in English or French. To change the language, if you look at the bottom of the screen on your menu bar, you will see a sign of a globe. And if you click on that, you will have a choice between English and French. And we encourage you to share the information using the hashtag EU Green Week. So we have a very exciting and very interesting panel with you today. And I would like to introduce our first intervention, which is a welcome on behalf of UDIT for the European Federation of Chief Executives in Local Government. Let's see the message from Stéphane Peintre. Le début simultané de la présidence par la France de l'Union européenne et de l'UDIT est un heureux hasard et il nous donne effectivement une occasion de lancer une nouvelle dynamique au projet de notre association internationale. Nous sommes par exemple présents aujourd'hui en France pour un sommet européen des régions et des villes et nous y rencontrons de nombreuses personnes influentes ou en responsabilité pour faire vivre notre projet et tracer de nouvelles perspectives. Le comité exécutif de l'UDIT vient de se réunir et a validé un certain nombre d'orientations que je présenterai plus dans le détail dans d'autres interventions. Ce qu'on peut dire en synthèse est que l'objectif majeur est de renforcer l'association dans toutes ses dimensions. Son organisation, son fonctionnement, ses moyens, sa notoriété, ses actions, sa présence dans les réseaux européens et locaux. Après déjà 30 ans d'une existence bien remplie, il faut actualiser le projet et l'adapter aux nouveaux enjeux. Le contexte est très différent de celui d'il y a encore quelques années. Lors du récent congrès de l'UDIT, organisé en parallèle du congrès du syndicat des DG à Metz, nous avons fait le constat d'un bouleversement double du fait de la crise écologique qui est structurelle et de la crise sanitaire, qui est plus conjoncturelle. Et l'actualité ajoute désormais une crise militaire à l'est de l'Europe. Tout cela change le cadre de notre action et nous oblige toujours plus à une action efficace en tant que responsable au sein des gouvernements locaux. Ce que démontrent assez la plupart des études sur le sujet, comme celle auxquelles nous avons participé en 2021, c'est la place déterminante des gouvernements locaux dans la gestion des crises modernes. Mieux, c'est la gestion autonome et coordonnée au niveau local qui a le mieux permis d'assurer la continuité du service public de proximité et la cohésion de la société. Or, c'est tout le projet de l'UDIT, promouvoir une organisation décentralisée de l'administration locale et la qualité des cadres de direction locaux pour en assurer la bonne gestion. C'est pourquoi nous sommes convaincus que ce mandat sera également important pour transformer non seulement notre projet, mais aussi accompagner la transformation de tous les acteurs européens vers une administration locale plus forte et mieux reconnue. Thank you very much for that message and introduction to the work of UDIT. Let me now pass the floor for our keynote message to Monsieur Stéphane Perrin, the Vice President of the Brittany region. Monsieur Perrin, the floor is yours. Merci et bonjour à toutes et à tous. Merci pour
cette invitation et merci de me permettre d'évoquer effectivement le rôle des régions et singulièrement de la région Bretagne dans nos sujets de transition écologique. Je voudrais peut-être tout d'abord rappeler le point de départ pour nous de notre démarche qui était effectivement la Brescope qui répondait à une volonté de décliner localement la COP 21 qui s'était tenue à Paris et qui était un moyen de mobiliser les acteurs du territoire. Nous avions la possibilité, nous avions le devoir de par la loi de répondre à un objectif réglementaire, donc d'établir un cadre réglementaire qui s'appelle SRADET, un acronyme un peu barbare, mais qui était le cadre réglementaire qui doit fixer quelques règles dans un objectif de transition, mais nous avons voulu dépasser cet exercice réglementaire et effectivement mobiliser les acteurs, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés, pour qu'ils, au-delà des règles que nous allions formaliser, ils s'inscrivent dans des engagements au service des transitions. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on passe le film, peut-être, puisque je vois qu'il apparaît à l'écran. Oui, oui, si vous voulez bien, ce serait bien. Très bien, ben, on va passer le film et je reprendrai la parole ensuite. S'il se lance, j'ai l'impression que ça ne part pas. We're trying to fix it. We'll sort it in a minute. Yeah, sure. S'inspirant de la COP 21, la région a lancé en mars 2017 la Brescope. Objectif, s'engager pour le climat et la planète et construire un monde à vivre. Cette démarche participative associe les acteurs locaux et les citoyens pour écrire un projet durable de territoire à horizon 2040. Il s'agit de relever 3 défis majeurs. Faire face à l'urgence climatique et environnementale, assurer l'équilibre du territoire breton, renouveler les pratiques démocratiques. Pour dégager les grandes orientations du projet, une large concertation a été menée grâce à un panel citoyen, 5 COP territoriales qui ont rassemblé plus de 440 personnes, 940 participants au débat sur les orientations à donner, mais aussi 1330 consultations en ligne, 120 contributions des acteurs locaux. Le fruit de ces concertations est l'adoption par le Conseil régional en décembre 2018 des 38 objectifs pour la Brescope. Ils ont pour finalité de construire ensemble une Bretagne totalement raccordée et connectée au monde, une Bretagne performante qui tire toutes les opportunités des transitions, une Bretagne des proximités qui permet de bien vivre là où on le veut, une Bretagne de la sobriété qui préserve et valorise son environnement, une Bretagne de la cohésion sociale qui permet une forte participation démocratique. Dès 2019, les acteurs locaux et citoyens se mobilisent pour ces défis. Par un engagement, c'est-à-dire une action, un comportement ou un dispositif concret, chacun à son niveau, en fonction de ses compétences et de ses moyens, peut contribuer. Collectivités, entreprises, associations ou citoyens, citoyennes, relevons ensemble le défi des transitions pour la Bretagne. Pour la Brescope, le climat et la planète, engagez-vous. Voilà, donc comme je vous le disais et comme le film l'a bien expliqué, l'objectif était bien effectivement, au-delà des cadres réglementaires que nous pouvions fixer dans le cadre de ce fameux SRADET, c'est effectivement d'obtenir des engagements d'acteurs publics et privés, considérant que les transitions sont d'autant mieux menées qu'elles se font sur une base volontaire et pas uniquement par la contrainte réglementaire. Ça a été, vous l'avez vu à un moment
de large mobilisation de la société civile bretonne et ça a beaucoup contribué à dépassionner des débats qui peuvent être parfois très clivants sur le sujet des transitions et à rapprocher les objectifs de transition, qu'ils soient déclinés à l'échelle européenne ou nationale, du citoyen. Et je crois qu'il y a derrière cela, ça a été dit dans le film, autant un enjeu démocratique qu'un enjeu dans les transitions. Ce que je peux ajouter, c'est que la BRESCOP, au-delà des engagements et des règles qui ont été formalisées, est aussi une action qui s'inscrit dans une démarche plus globale de la collectivité pour répondre aux objectifs de transition. Nous avons des chantiers qui sont en cours dans la collectivité. Un chantier important est celui d'un budget vert. L'objectif est d'évaluer l'impact des politiques régionales au regard de différents objectifs environnementaux, qu'il s'agisse de lutte ou d'adaptation au changement climatique, qu'il s'agisse de préservation de la biodiversité, de maîtrise et de diminution des pollutions, ou encore de renforcement des économies circulaires et de tout ce qui concerne la gestion des déchets. C'est une démarche qui est assez exigeante, mais qui est indispensable aujourd'hui puisque les financements des collectivités seront très probablement demain complètement liés à la nature des projets que ces collectivités vont mettre en œuvre. Et c'est d'ailleurs valable pour les collectivités publiques, mais aussi pour les acteurs privés. On sait aujourd'hui que, par exemple, les règles prudentielles qui s'appliquent au secteur bancaire, et le secteur bancaire est, par les emprunts que nous contractons, est un canal de financement des collectivités. Les acteurs bancaires, du fait des règles prudentielles qui sont mises en place, vont voir leurs actifs évalués au regard des objectifs de transition. Et donc, si demain, nous ne sommes pas en capacité de faire la démonstration que nos politiques s'inscrivent dans les objectifs de transition, nous n'aurons plus accès à ces financements, ou en tout cas à des conditions beaucoup moins avantageuses. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas complètement entré dans le quotidien des collectivités, et pas forcément plus d'ailleurs des entreprises ou des particuliers, mais on sait aujourd'hui que les banques sont en train d'évaluer leurs actifs au regard des objectifs de transition. Et donc la démarche de budget vert qui s'inscrit dans la poursuite de cette BRESCOP, elle a autant pour objectif d'évaluer l'impact de ce que nous faisons et de corriger donc les politiques régionales dès lors qu'elles ne satisfont pas un objectif de transition, mais elle a aussi pour objectif de maintenir la capacité de la collectivité à accéder au financement et notamment au financement bancaire. Et dans les échanges que nous avons et que le président du Conseil régional a eu par exemple avec le premier vice-président de la Commission européenne, eh bien, nous voyons que demain, pour l'accès au financement européen, ce sera aussi une condition très forte. En plus de ce budget vert, il y a aussi un autre élément qui est donc l'éco-socio-conditionnalité, qui est le fait de soumettre nos aides à un certain nombre de critères, de conditions, là encore liés à des objectifs sociaux, mais aussi environnementaux. C'est un chantier qui est devant nous. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire que les transitions, le rôle des collectivités dans la transition écologique n'est pas seulement assuré par le montant des budgets que nous consacrons aux politiques environnementales, il est aussi beaucoup lié, voire plus lié, aux critères que nous mettons dans nos aides économiques, par exemple, pour orienter les modèles de production vers des modèles qui soient plus soucieux de la préservation de l'environnement. Et c'est un rôle probablement moins visible
que les politiques environnementales en tant que telles, mais qui est plus transformant, en tout cas, de nos économies. Et donc, les collectivités, de ce point de vue-là, ont un rôle majeur à jouer parce que par les aides qu'elles délivrent, eh bien forcément, elles ont un rôle à jouer. Donc, c'est un sujet qui est concomitant à la BRESCOP et qui est aussi important et qui est dans la suite de cette BRESCOP. Alors, peut-être pour prolonger le propos et en venir à notre interaction avec l'Union européenne, vous dire que… en milieu d'une réunion, je suis là. Désolé, il y a un micro qui doit être ouvert en parallèle. Et… Jacques, je pense que c'est ton micro qu'il faut que tu coupes, s'il te plaît. Et donc, je disais que la région est aussi bien positionnée dans la mesure où elle a non seulement, évidemment, la gestion de ses propres fonds, mais elle a aussi en charge la gestion des fonds européens, qui sont aussi une source de financement majeure pour accompagner ces transitions que nous avons actées dans le cadre de la BRESCOP. Et de ce point de vue-là, je voudrais peut-être partager avec vous un certain nombre de réflexions. D'abord, pour effectivement vous dire que les régions sont complètement légitimes du fait des compétences qu'elles exercent aujourd'hui pour participer à la transition. Je rappelle que les domaines de compétences majeures des régions en France, c'est l'économie, c'est le transport, ce sont les mobilités au sens large. Et donc forcément, quand vous avez en charge les transports et que vous êtes dans un objectif d'aller vers des transports décarbonés, eh bien, vous êtes sur une compétence qui est directement au cœur des objectifs de transition. L'économie, même chose. Nous allons devoir aller vers des économies décarbonées. Et donc, quand vous avez comme compétence l'économie, forcément, c'est un sujet qui est important. Et nous allons le faire, évidemment, en lien avec les autres collectivités. Nous le faisons aussi parce que nous sommes une autorité de gestion de fonds européens, notamment avec notamment l'importance des financements dits verts aujourd'hui dans la gestion des fonds européens. Un tiers des programmes dont nous avons la charge va aujourd'hui vers des objectifs, des projets liés à la protection de l'environnement. Et si on prend le plan REACT, qui est le plan qui a été récemment mis en œuvre, le plan de relance à l'échelle européenne qui a été récemment mis en œuvre, pour la Bretagne, 63% des projets qui sont financés, des opérations qui sont financées, sont liées directement ou indirectement à la transition écologique, ce qui est très au-delà des objectifs qu'avait fixé la Commission européenne elle-même dans les objectifs du fonds REACT. Et pour arriver à avoir 63% de dépenses financées par le fonds REACT liées aux objectifs de transition, on y arrive parce que nous avons fait la concertation avec les collectivités locales, les autres collectivités locales de notre territoire qui avaient des projets à porter sur ces objectifs de transition. Je terminerai juste mon propos en ayant peut-être un élément d'alerte ou de regret que je voudrais partager, c'est qu'on voit quand même une contradiction se dessiner entre des objectifs des fonds, notamment des fonds de relance au plan européen, vers des objectifs de transition, mais qui s'inscrivent dans le cadre de programmes qui sont des programmes qui doivent être mis en œuvre dans des délais extrêmement courts, donc avec des contraintes très fortes, des contraintes réglementaires extrêmement fortes aussi. On a un vrai enjeu de simplification dans l'usage de ces fonds européens qui sont très complexes à manipuler. Et il y a donc parfois une contradiction entre la complexité des fonds et les objectifs de consommation dans des délais assez courts qui nous sont imposés. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet à porter collectivement de simplification auprès des États membres, mais aussi auprès de la Commission européenne. Et puis, il y a parfois aussi des objectifs qui sont
mal compris ou difficiles à nous approprier sur le territoire. Je reprends l'exemple de la compétence transport. Aujourd'hui, nous avons la capacité à déployer des outils de transport avec des modes de transport décarbonés. On a un grand enjeu devant nous qui est l'hydrogène, par exemple, comme mode de transport décarboné. Mais aujourd'hui, les règles qui sont fixées sur l'usage des financements européens ne nous permettent pas de financer des infrastructures et surtout du matériel roulant, des bus, par exemple, qui roulent à l'hydrogène. Et donc, si on veut permettre aux collectivités d'exercer pleinement leur rôle, il faudra peut-être, je dis même sûrement revoir les règles de gestion de ces fonds, à la fois dans un objectif de simplification et d'avoir des objectifs qui soient en cohérence avec les ambitions que l'on a devant nous. Voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous, en vous remerciant encore pour votre invitation et puis en étant évidemment disponible pour répondre aux questions qui pourraient intervenir. Merci à vous. Thank you very much, Monsieur Perrin, for your messages. Very interesting to see the journey that the region has gone through in Brittany for 2 years to prepare this climate transition. And also you can clearly see the ambition, 2/3 of the budget in your region, which is well above the minimum that the European Commission set, is dedicated to this transition. So thank you for sharing. We hear your message about the challenges of trying to meet long-term ambitions with the tight rules and short-term requirements of EU funding. So thank you for sharing that vision. Let me remind our audience that if you would like to ask questions, please use the Q&A function you find at the bottom of the screen, because we will have an opportunity to use some of your questions. So please, if you have a question, put it in the Q&A function. Now, I'm delighted to move on to our next speaker, who is also going to be sharing some perspectives. But here we're going to have Xavier Boivet, who is from the commune of Mordel in the Greater Rennes in Brittany in France. And he's also going to share how you make an effective and functional territorial ecosystem. Xavier Boivet, the floor is yours. Merci beaucoup. Je remercie moi-même évidemment Stéphane Perrin, vice-président de la région Bretagne. Son éclairage est très inspirant, très concret. Et effectivement, on était parti de la Brescope, mais la Brescope n'est qu'un élément qui soutient la politique, qu'elle soit de la région ou des autres collectivités. Et en tant que collectivité de la région Bretagne, je dois dire que j'y suis particulièrement sensible. Et j'y ai participé à la fois en tant que citoyen, en tant qu'association et en tant que commune. On a essayé de nous-mêmes nous insérer dans ce dispositif. Donc, encore merci. Je retiens aussi, comme vous, les 63% de projets financés directement par le fonds REACT, mais tout en ayant le même sentiment que les fonds européens sont parfois difficiles à aller chercher, notamment quand ils sont dans des contextes d'urgence, tout simplement parce que la complexité de ces fonds est parfois un peu difficile à appréhender pour les collectivités de terrain. Et justement, je vous propose de partager une expérience qu'on a, on va dire, menée avec nos partenaires, qu'ils soient partenaires institutionnels ou les partenaires privés du monde économique, du syndicat national des dirigeants des collectivités territoriales, le SNDGCT en France, sur la notion d'écosystème territorial. Donc, c'est une démarche qui est directement inspirée de ce qu'on appelle chez nous les partenariats des savoirs, essayer de construire un savoir commun autour des problématiques communes avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et donc, on est parti sur des ateliers qui ont travaillé sur qualifier l'écosystème territorial en regard à des enjeux de la transition écologique qui, effectivement, eux, nous apparaissent de plus en plus clairement et sont de plus en plus intégrés à nos réflexions. Alors, effectivement, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est peut-être de reposer la question de l'écosystème. Au commencement était l'écosystème. Qu'est-ce que c'est l'écosystème? Finalement, on en parle beaucoup. On ne sait pas toujours de quoi on parle. Alors, je vous propose une définition plutôt scientifique de l'écosystème pour partir sur des bases qu'on connaît bien, en réalité. Donc, c'est un écosystème du vivant, donc la biocénose en français, qui vit dans un contexte qui est le biotope, l'habitat, si vous voulez.
Et c'est cet ensemble des deux, la biocénose dans le biotope, qui fait l'écosystème. Alors, ça paraît simple comme cela, mais effectivement, la problématique que l'on a, c'est que désormais, on change le paradigme, on change la façon de travailler, on change la façon d'aborder les sujets. Et donc, il n'est pas inintéressant de se poser la question, et ce sera le slide suivant, qu'est-ce que c'est du coup l'écosystème si on le rapporte à quelque chose d'un peu plus territorial. Alors, la slide suivante va arriver, je pense. C'est bon. Voilà. La proposition que je vous fais, c'est de retenir un certain nombre de choses. Dans la biocénose, finalement, il ne faut pas qu'on oublie que cet écosystème est composé de deux grands types d'acteurs, les acteurs publics ou parapublics, toutes les entités que le monde public pilote ou qu'il a créé, hein, tous les établissements publics, toutes les sociétés publiques locales, et il y en a beaucoup. Donc tout ce monde du public, il côtoie tout un monde du privé. Ce privé, on le résume un peu rapidement par business ici, mais ce n'est pas que le business, c'est plutôt l'activité. Donc on y mettra assez facilement les citoyens eux-mêmes, les associations, les fédérations, les chambres consulaires, bref, tout l'écosystème. Il faut caractériser quand même un minimum cet écosystème. De l'autre, il y a, c'est plus compliqué en fait à définir, le biotope. Alors le biotope, c'est quoi finalement? Si on résume, moi je dirais les choses suivantes, c'est une proposition issue de nos travaux en atelier. Il y a le cadre juridique. Encore une fois, quand on parlait des fonds, ça fait un peu partie de notre biotope. Ils ont des règles qui sont parfois on va dire supranationales. Il y en a plein, donc je ne vais pas les citer, mais vous voyez de quoi on parle, le cadre juridique. La culture, au sens le patrimoine, tout ce qui caractérise finalement notre territoire, ça c'est important et ça fait partie des choses qui échappent finalement aux acteurs. Et puis, on va dire d'un point de vue très général, c'est-à-dire géographie physique et géographie humaine, tout ce qui est relatif à l'environnement. Voilà, et c'est finalement cet ensemble-là, à la fois des acteurs publics et privés, au sens très large du terme, et un contexte qui soit juridique, on pourrait mettre d'autres aspects, hein, financiers et autres, mais bref, c'est un peu le cadre, on va dire, de travail, la culture, le patrimoine qui nous caractérise et la géographie, l'environnement qui nous fixe un cadre. Une fois qu'on a posé ce premier cadre, donc sur la slide suivante, on va retrouver finalement quelques constats intéressants. Premier constat, il y a une urgence et une interdépendance. Donc cette urgence, on l'a tous vécue très récemment au travers des crises, et des crises multiformes, multifacteurs. Donc non seulement la transition écologique génère elle-même des crises de divers ordres, mais en plus elle va amplifier d'autres crises qui vont elles-mêmes probablement donner un autre volume aux premières crises. Je ne rentre pas plus dans le détail pour vraiment éventuellement laisser la part aux échanges, mais vous avez bien compris l'idée. Ensuite, il y a l'interdépendance qui est intéressante à qualifier, puisque finalement, et ça va vraiment dans le sens de ce qu'on se dit depuis le début de ce webinaire, mais qui est vraiment finalement le cœur du projet de l'UDIT, hein, je ne fais que redire ce que disait le président dans son discours introductif. On a vraiment à cœur de porter à connaissance de la Commission européenne qui nous sommes dans les territoires et comment on peut interagir ensemble. Et donc, cette interdépendance, elle devient de plus en plus évidente. On voit bien, au travers des crises sanitaires, que l'État dépend des collectivités, mais aussi de l'Europe, et l'Europe dépend des collectivités aussi. Bref, tout ça fait un mélange, mais aussi le privé. Si le privé ne peut pas répondre rapidement et localement à l'approvisionnement d'un certain nombre de ressources, on n'y arrive pas. Donc tout ça, c'est très, très interdépendant et de plus en plus. En tout cas, ça devient de plus en plus évident. Et puis enfin, il y a une nouvelle priorité qui est amenée par à la fois les faits objectifs de la situation à laquelle on est, mais aussi, on va dire, la culture qui commence à émerger dans nos sociétés, qui est l'endogène et le local. Je l'ai dit comme ça en français, mais l'idée, c'est que de plus en plus, on remet en question finalement le phénomène global et on revient sur des phénomènes de localité, de locavore, par exemple, quand on veut manger du local, et de saisonnalité. Et finalement,
d'interdépendance qui est acceptable au niveau local, mais peut-être de moins en moins au niveau international. Voilà. Sur l'écosystème, donc le premier constat, c'était l'urgence à l'interdépendance. Sur l'écosystème lui-même, quelques observations liées à ces premiers travaux. Donc, c'est la slide suivante. Sur la question, par exemple, des tailles d'entités. On a certes les régions qui nous portent et qui sont l'intermédiaire entre l'Europe et finalement le territoire, et c'est un échelon qui a fait assez bien ses preuves désormais, notamment pour les politiques européennes, ou le relais vers l'Europe de la part des territoires, mais aussi à prendre en compte que le fait, en tout cas, que les petites et moyennes entités sont les plus fragiles. On voit bien que les gros systèmes arrivent à encaisser des chocs, en tout cas plus facilement que certaines TPE, PME ou petites entités publiques ou parapubliques. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxièmement, la notion de responsabilité, elle est très forte localement. Vous voyez bien à travers l'UDIT qu'on est dans ce sujet-là précisément. La gouvernance locale, elle peut, à un moment donné, par son sens des responsabilités, sa capacité à construire des projets en responsabilité, vraiment, en tout cas, éviter le piège d'une technocratie ou d'une technovision qui passerait à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le projet de société. Voilà. Et puis enfin, le dialogue local avec l'Europe est fondamental. L'Europe l'appelle, les collectivités l'appellent. Donc là, je ne vais pas insister plus que ça sur ce sujet-là. Une dernière proposition qui est une vision pyramidale, mais dans les deux sens finalement, de modélisation finalement de notre écosystème à l'échelle européenne, avec d'un côté, alors je le mets exprès, alors je vais faire de l'anglais en français, du bottom-up, c'est-à-dire vraiment ce qui vient de la base et qui va vers le haut. Je pense que c'est quelque chose qui va apparaître, Simon, il faut cliquer une fois de plus. Donc, en gros, qu'est-ce qui vient de la base? Qu'est-ce qui vient de l'administration locale ou des territoires? Ce sont des projets, les besoins, les ressources. Voilà. Et en revanche, ce dont on a besoin impérativement dans les territoires, et c'est quelque chose qu'on appelle tous, notamment de l'Union européenne, et vous avez vu les étapes intermédiaires, c'est-à-dire les États membres, les nations et puis les régions en intermédiaire, ce sont des cadres, donc des cadres, des règles et des ressources. Voilà. Et on voit bien que l'écosystème il fonctionne comme ça, assez bien, mais à condition que tous les rouages fonctionnent et que quand on parle d'administration, région, État membre, on n'oublie pas évidemment tous les autres acteurs, c'est-à-dire ceux dont on a parlé et ceux qui sont représentés aujourd'hui, par exemple, par l'association qui va me suivre ou par Veolia, notre partenaire privilégié de l'UDIT. Voilà, ces deux entités représentant le reste des parties prenantes de l'écosystème. Voilà, je pense avoir été assez complet, même si j'ai tenu à être très synthétique. Et évidemment, dans les questions, on pourra revenir sur ces sujets-là. Merci de votre attention. Thank you very much, Xavier, for sharing how things are organized. And I took from your intervention how important it is to involve the local communities, because there's such a strong sense of responsibility and an interest in engaging and helping to create a vision that would create well-being in their own communities. So the importance of dialogue, and that the new priority is very much looking at local and indigenous responses, because we understand now the interdependence of all of these different issues. So thank you very much, Xavier, for sharing that. Let me now invite Quinn from Ecological Renaissance to share perspectives on how you make this happen with local transformative projects. So Quinn, you have the floor. Merci beaucoup. Alors, je prends le relais et les deux interventions que vous avez écoutées précédemment est complètement en symbiose avec la présentation que je vais vous faire. Donc déjà, merci beaucoup, messieurs. C'était très intéressant. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie de me permettre de vous présenter l'association Renaissance écologique et la fresque Renaissance écologique, qui est l'outil qu'elle porte. Et cet outil a été créé par Julien Dossier. Et je représente cette association aujourd'hui en ma qualité d'administratrice, mais également d'animatrice et de formatrice de cet outil. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Crise écologique, crise sanitaire, crise économique, vous en aviez parlé, messieurs.
eh bien, face à ces défis, les appels à construire un monde d'après se multiplient. Mais comment se projeter dans cet autre possible lorsqu'on n'en connaît pas les contours? Comment agir à son échelle lorsqu'on a l'impression, face à l'ampleur de la tâche, qu'on est complètement dépassé? Et donc, il nous a semblé urgent d'aider les citoyens et les territoires à pouvoir imaginer ensemble cet avenir commun et à pouvoir le construire sur le terrain. Et en cela, la fresque Renaissance écologique, c'est un puissant outil de mobilisation des territoires, mais aussi des acteurs dans ces territoires pour s'engager dans la transition écologique et sociétale. Alors, je vais vous inviter à aller découvrir sur la slide suivante une cartographie. Alors, pour pouvoir mettre en place les actions adéquates, forcément, il est primordial de connaître et de comprendre les risques et les enjeux. Et ces 4 dernières années, nous avons vu un foisonnement d'outils pédagogiques innovants, dont la fresque Renaissance écologique fait partie. Et donc, nous avons représenté sur notre outil une cartographie de cette trentaine d'outils qui existent aujourd'hui et qui permettent de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du climat, mais pas que. Il y a aussi des enjeux sociaux. Hein, et cela permet, donc cette fresque permet de sensibiliser aux notions, mais également de donner des pistes d'action aux participants de nos ateliers. Et je vous donne un titre d'exemple sur la slide suivante. Parmi cette trentaine d'outils, eh bien moi, j'en utilise 14 dans mon travail à la fois de consultant, mais aussi dans mes engagements associatifs bénévoles au sein de différentes associations sur la transition écologique, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. Alors, après cette rapide présentation, faisons maintenant un focus sur la fresque Renaissance écologique. Je vais d'abord vous raconter une histoire. Et cette histoire, elle commence à la Renaissance italienne. La ville de Sienne, à l'époque, était gouvernée par ce qu'on appelle le Conseil des Neufs, qui était composé de 9 citoyens tirés au sort et qui devaient gouverner la ville tous les 2 mois. Et en 1338, le Conseil des Neufs en place demande à un peintre, Ambrogio Lorenzetti, de réaliser une fresque qui serait affichée, qui serait peinte dans l'enceinte du Palazzo Pubblico, où siège ce Conseil des Neufs. Et cette fresque, que vous pouvez toujours voir aujourd'hui, elle a été rénovée récemment, cette fresque existe en 3 panneaux. L'allégorie du bon gouvernement, qui est entourée à sa droite et à sa gauche par l'allégorie des effets du bon gouvernement et l'allégorie des effets du mauvais gouvernement. Et Julien Dossier, le créateur de la fresque Renaissance écologique, lors d'une visite familiale, a été fortement impressionné par le panneau des effets du bon gouvernement que vous pouvez voir à l'écran. Rentré chez lui, en 2014, Julien demande à un dessinateur nantais, Johan Bertrandi, de transposer cette fresque de 1338, donc cette allégorie des effets du bon gouvernement, de la transposer dans une version contemporaine. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, le caractère allégorique de la fresque qui a été conservé, elle fonctionne. Parce que partout, nos participants nous disent « Ah, mais là, je reconnais, c'est chez moi. Ah ben là, je me reconnais dans tel ou tel personnage qui apparaît sur le dessin. Là, voilà l'endroit où j'habite, voilà l'endroit où je travaille. » Et cette capacité d'inclusion que présente ce dessin, cette capacité d'inclusion, elle est fondamentale. Parce qu'une fois que vous avez trouvé votre place dans cette image, dans cette représentation, elle devient pertinente pour vous. Et cela, dans son intégralité, elle devient pertinente aussi pour votre histoire. Et on peut du coup rapidement ajuster nos représentations réelles via cette fresque. Alors là, je vous ai mis en parallèle les 2 fresques, la fresque de 1338 et puis cette version contemporaine. Alors, Johan Bertrandi a dessiné cette version contemporaine sur les instructions de Julien. Et donc, cette fresque qui a réellement un caractère intemporel, elle nourrit notre imaginaire. Comment ? Parce qu'elle propose une vision d'ensemble d'un territoire ou d'une société qui a réussi sa transition dans un futur proche. Également, elle dessine un monde d'après qui est durable, qui est bas carbone, qui est écologiquement soutenable, qui est socialement acceptable et en équilibre avec le vivant. Julien et Johan vous proposent donc cette vision d'un territoire qui est à la fois équilibré. Vous voyez qu'il y a sur votre gauche l'environnement bâti, la ville, et sur votre droite un environnement naturel
Et ces deux environnements sont en symbiose. Et à l'intérieur de cet environnement, les humains et la nature peuvent interagir de manière à la fois productive et respectueuse les uns des autres. Par cette fresque, Julien vous propose également une feuille de route qui est à la fois stratégique et opérationnelle pour mettre en œuvre la transition écologique et sociétale, et cela au travers de 24 chantiers qui représentent les piliers de la transition. Comme vous le voyez, la fresque, c'est une matrice qui invite à penser la transition en système, à travers donc ces 24 chantiers qui sont à la fois nécessaires et interdépendants pour répondre à l'urgence et à l'importance des enjeux. Alors concrètement, pour chaque chantier, la vue systémique permet de visualiser la complexité du sujet, de donner un cadre souple, dynamique. Elle permet aussi d'explorer toutes les ramifications et puis l'éventail d'interactions possibles entre ce chantier et les chantiers qui l'entourent, de pouvoir mutualiser les efforts, de pouvoir mettre les acteurs territoriaux en réseau et ainsi de renforcer à la fois leur capacité d'action et aussi la pertinence de ces actions. Donc, tous ces éléments que vous voyez à l'écran, ce sont pour nous de véritables leviers pour la transition, ce qui permet aussi un développement territorial à la fois équilibré et durable. Et cela ne vous a pas échappé, à travers ces 24 chantiers, vous pouvez aussi visualiser, relier et activer les 17 objectifs du développement durable. Alors, sur la slide suivante, là, je vous ai mis par des petits ronds comment la fresque permet d'identifier les chantiers, donc les 24 chantiers et leurs impacts sur tout type de territoire. Vous voyez, sur la droite, la ville de toute taille, hein, et puis sur la gauche, la ville de toute taille, et sur la gauche, j'inverse, je recommence. Sur la gauche, la ville de toute taille, et sur votre droite, la campagne, mais également, vous avez le lointain, à la fois les fronts maritimes, et puis aussi les zones frontières, et les pays qui peuvent être voisins de ce territoire. Donc, la fresque, elle permet d'identifier aussi des parties prenantes sur un même territoire ou entre des territoires voisins. Et elle encourage et elle facilite ces dynamiques de gouvernance locale dont vous avez entendu parler un petit peu plus tôt, ces dynamiques de gouvernance locale de la transition qui vont permettre de renforcer à la fois la légitimité des décisions publiques qui ont un impact sur la vie quotidienne de chacun, mais également l'adhésion des citoyens à ces initiatives publiques. Je vous ai mis sur la slide suivante un exemple de piste de création de valeur. Donc ici, hein, je vous montre, je vous fais un petit focus sur un point de la fresque. Donc c'est la slide suivante. Donc c'est un focus sur une zone rurale, agricole. Et donc vous voyez sur ce schéma comment on imagine des sources de revenus à l'hectare sur une exploitation agricole par différents sujets que l'on peut imaginer en atelier. Alors, après cette représentation systémique, après cette représentation de deux territoires harmonieux, passons maintenant sur la slide suivante, sur une ligne de temps. Donc, cette fresque, elle permet de filtrer et puis aussi de fixer les actions à la fois sur 3 phases et à la fois sur 3 horizons de temps. Donc les trois phases, hein, ils sont classiques, l'amorçage, le déploiement, la consolidation. Et les horizons de temps, on en a identifié 3, de 0 à 1 an qui est un focus sur les usages, de 1 à 5 ans qui est une première phase de transformation des infrastructures, et de 5 à 10 ans qui est une deuxième phase à la fois de transformation, mais également de déploiement et de consolidation de ces infrastructures. Donc, comme vous pouvez le voir, la ligne horizontale la plus courte, 0 à 1 an, elle représente des projets, des actions qui peuvent être mises en œuvre de manière assez facile, sans exigence particulière, et qui nécessitent simplement notre volonté. Et puis, sur la phase de 1 à 5 ans, vous avez des projets donc, qui sont plus structurants et qui nécessiteront des temps de déploiement plus longs. Donc, on peut prendre par exemple l'installation de toitures solaires, la conversion de l'agriculture vers une agriculture plus biologique, et puis même le temps de formation aussi de ces nouveaux opérateurs, de ces nouvelles personnes dont les talents sont nécessaires pour pouvoir développer ces nouveaux métiers.
Et enfin, sur un temps plus long, là, ça demande une dynamique, une infrastructure qui demande un temps d'installation plus long et puis et qui parfois aussi, il y a des effets qui nécessiteront davantage de temps pour pouvoir se produire. Voilà. Et donc là, je voudrais vous présenter sur les slides suivantes des exemples d'adaptation, des exemples d'utilisation de la fresque Renaissance. Parce que là, voilà, je vous ai présenté la théorie, je vous présente nos idées, nos convictions, mais parlons maintenant de concret. Alors aujourd'hui, la fresque Renaissance écologique, elle est déployée dans des écoles, dans des entreprises, dans des collectivités locales, territoriales. Elle peut être utilisée par des militants pour le climat, par des chercheurs, par des spécialistes de tel ou tel secteur, mobilité, BTP, agroforesterie, agriculture, économie circulaire. Elle est aussi utilisée par des entreprises et puis par des élus et les agents au sein des territoires. Donc, à l'écran, vous avez un premier exemple d'usage de la fresque Renaissance écologique. Et cela concerne le projet Luxembourg en transition, dans lequel participe Julien Dossier dans le cadre d'un consortium. Et ce projet Luxembourg en transition, il vise à produire des scénarios de transition écologique à l'horizon 2050 pour le Grand-Duché du Luxembourg et ses territoires frontaliers. Sur la slide suivante, nous parlions de scénarios prospectifs. Ici, vous avez une illustration d'un projet de la fresque Renaissance écologique sur lequel nous avons projeté les 4 scénarios de neutralité carbone imaginés par l'ADEME. Donc, c'est Transition 2050. Donc, nous étions une équipe de 4 personnes, j'en faisais partie, et sous la direction de Julien, nous avons effectué ce travail de visualisation, de représentation des scénarios de l'ADEME à la demande de l'ADEME, et nous en avons fait une présentation lors de la Biennale de l'ADEME qui s'est tenue à Angers en mars de cette année. Alors, un troisième cas d'usage sur la slide suivante. Donc, en 2019, notre association a été invitée par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait pour mission de définir des mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Là, je vous ai fait une citation de la feuille de route de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, nous sommes intervenus lors de cette convention, aux toutes premières, lors des premières sessions de travail. Et à travers cet outil de la Renaissance écologique, les citoyens ont pu visualiser les connaissances qu'ils avaient acquises lors des interventions d'experts. Ils ont pu y inscrire à la fois leurs réflexions, leurs doutes aussi, et puis faire des choix, des arbitrages pour pouvoir commencer à écrire, à élaborer leur plan d'action. Et un dernier cas d'usage, mais il y en a plusieurs. Là, nous étions avec les dirigeants responsables de l'Ouest. Et donc, ces dirigeants responsables de l'Ouest, lors d'un grand événement qui s'avait organisé, et donc, les dirigeants responsables de l'Ouest, c'est 120 dirigeants responsables représentant à peu près 56 000 salariés. Et donc, à l'occasion de cet événement, les DRO avaient souhaité concevoir leur plan stratégique afin de pouvoir la valider en 3 mois. Et ils l'ont mis concrètement en œuvre en 6 mois. Et donc, cette vision, ce plan stratégique des DRO ont ensuite été repris par chacun des adhérents de cette organisation pour pouvoir faire leur propre transition. Alors, en synthèse, ce que je peux vous dire, et donc cela apparaît à l'écran, c'est que c'est un outil qui permet à la fois de pouvoir s'adapter à la fois à tout territoire, mais également à toute population, puisque cette fresque Renaissance, malgré cette représentation très, très occidentale, eh bien, on a pu la faire dans les pays occidentaux, mais également, Julien a pu la présenter au Sénégal, en Afrique. Elle permet également, c'est notre but, de pouvoir inspirer des actions, inspirer des stratégies de collaboration. Elle permet de fédérer différents acteurs du territoire, aussi bien des structures publiques que privées. Et puis, elle permet de réunir tous ces acteurs au sein d'une vision commune pour dessiner ensemble un trajectoire et un destin commun. Et en guise de conclusion,
ce que je voulais vous dire avec vous, c'est que nous, aussi bien moi à titre personnel, mais également au sein de l'association Renaissance écologique, pour nous, tout n'est pas perdu, au contraire. Oui, les défis sont importants, oui, les défis peuvent faire peur, mais nous sommes persuadés qu'il est encore temps, que tout est à construire, qu'il est encore temps d'agir maintenant et ensemble. Et je voudrais partager avec vous cette citation de Madame Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue, mais surtout coprésidente d'un groupe de travail numéro 1 du GIEC. Et Madame Masson-Delmotte disait chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque choix compte. Donc, on peut agir ensemble. Et cette transition écologique, nous sommes persuadés, nous pouvons la réussir. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Quinn. It was absolutely fascinating to see the design and the picture and how that allowed people to map out different scenarios and take something that's very abstract, the idea to be carbon neutral, reduce carbon, and turn it into a real pathway where people could understand the different steps over time and could see themselves in it. It was really exciting, and I'm sure many people will be interested to find out more about that. And I know that perhaps maybe you could, we'll put a question in and you could write the answer to explain what ADEME is, because this was clearly an organization that had a role in it. Let's now turn to Ireland and hear the experiences from Cork County Council. I'm delighted to introduce Louis Duffy, who is the Director of Climate and Emergency Services, and he's going to show us the examples of how they've adapted in their community to move towards a climate neutrality. Louis, the floor is yours. Thank you very much, and thank you for inviting me to present here today, not only to outline our approach to partnership in climate action, but also to learn from the other speakers who are here. Next slide. I want to cover some of the, I suppose, the activities of local authority in climate change and how we are working together to make this more effective. But first, I need to, I suppose, outline to you a little bit about the Irish local government structures. I'll then look at our role in climate action, how we got from understanding that role to delivering a partnership model through what we know as shared services. And I'll explain that as I go through. And then I'll go into the specifics of the climate action regional offices, of which we have 4 in the country. And I am the director of what we know as the Atlantic Seaboard South office. And then I need to, I suppose the primary function of setting these offices up in 2018 was to deal with adaptation. And I want to just show you how we have developed a work program from that to what we do now, and then look to the future as to where we will go as offices and support for the sector. Next slide, please. So again, I don't have time to go through all of the slides in detail, but I suppose just to outline to you that Ireland, as a state, it has 31 local authorities, and the map that you see to the right of your screen shows municipal districts within the entire structure. So we have 95 municipal districts, and some counties have 4. We in Cork, where I working, have 8 separate municipal districts. And you can even see just in terms of the range of sizes of local authorities. So the smallest local authority has only 826 square kilometres. The largest, Cork, has 7,500. And the population ranges from the smallest at 32,000 persons up to the largest at 554,000. We have 949 elected members and 29,000 officials. Next slide, please. So I suppose just looking at that, so what we do, there's a list of our various services there compared to some other countries that are involved in education or policing or health services. They have been taken from local authorities and are being dealt with separately. So the list there just shows you the services that the primary services that we deliver. Next slide. Local government works in many ways to serve our communities. We have an extensive reach, and we influence a lot of what happens around us. So starting from the centre here, we have a council
with elected council and officials. And as I said to you, we've 949 members right across the sector and 29,000 staff. The elected make our policy decisions, develop some of our plans, adopt a number of the plans in various areas such as development control planning, and obviously climate action planning. As it goes further out into the larger circles, then you see our influence in different ways. So we've oversight of budgets and strategy in the county. We have policy groups, strategies, climate action plans, sustainable development plans. We work with, we deliver on housing, roads, environmental protection. We work with communities through business grants and other funding programs. Through green public procurement, we can influence the manufacture and supply of goods by buying green and developing green infrastructure. And then out through behavior change and education, we work with, through our Carrow office, we have training programs for the entire sector. We have education, we have information and communications channels. And then even further out again, you have some more independence. We have public participation networks right across the country where all of the community groups operate in parallel with the local authority, although supported through a secretariat within the local authority. And it is how to try and, I suppose, link all of these to make sure that we are making the right decisions and giving the right supports is why we have to focus on partnerships. Next slide, please. It is a very complex model. There are a number of central government areas that develop the policies for Ireland as a whole. And then we as the local government are seen as, I suppose, the delivery agents on the ground. I won't go through the detail of that particular image there, but it does show quite a number of players and how to link those and make sure that each local authority is getting the best and delivering the best service that it can from them is I suppose, why we set out to enhance the partnership approach. So next slide. The core government departments: Department of Agriculture, Food and the Marine, Department of Housing, Local Government and Heritage, Department of Environment, Climate and Communication, and the Department of Health are all engaging with the local authorities in different ways, because a lot of the challenges that they face can only be dealt with at local level. And in order to ensure that that local level, and indeed even the bottom-up approach, is effective, we have to work with them to ensure that their strategies and ours are well aligned. Next slide. We did at one stage try to plot a mind map of all of the various different bodies involved in the delivery of climate action. And it is very, very complex. And if you consider then that if every local authority had to engage directly with each of the bodies involved in this, it would be impossible for us to work and deliver any progress on the ground. Next slide. So we built on a program that has been established after the recession in 2008, where we looked at various different services delivered by our local authorities. And for many of these, we developed a shared service. So rather than having 31 local authorities carrying out that service themselves, we arranged either a single or a series of lead authorities to take on that service and deliver it entirely on behalf of the sector. So there's a list there of those that we examined at that time. Next slide. We had a standard approach to the development of the shared service. A public service reform oversight group provided the sectoral oversight and leadership for this. The City and County Management Association, which is the body that includes all of our chief executives for local authority, and then a project management office that actually carried out a lot of the analysis and development of these shared services. And then for each shared service, we had a project board that had representatives from various local authorities and other subject matter experts
that would look through the business case and make a proposal that would be acceptable to the sector as a whole. Next slide. So there are various different steps in the development of the shared service, and I'll certainly leave you to look through those yourselves afterwards. Next slide. But I suppose what I want to really focus on is the climate action shared service. And again, this is just another graphical display of the various players in the field and the relationships that had to be incorporated within the shared service itself. Next slide. Our starting point had to be, what is the job to be done on climate action? What are the legislative requirements? What are the obligations on our sector? And what are the restrictions? So at the time when we started with shared services, there was a recruitment embargo. So it was difficult for us to increase the staffing across the sector in order to deal with climate action. So it became even more important that we would set up an office with a small number of people as a centre of excellence, supporting individual local authorities in delivery of climate action measures. Next slide. Initially in our establishment, we were looking at adaptation. So we looked at all the various different risks and what the risk is, when it occurs, what the prognosis and the treatment, and how we would prioritize this in the program for climate action for the entire sector, and ultimately to be led by our climate action regional offices. Next slide. A number of different options were considered. The first one was not to develop a service at all, which would mean that individual local authorities would have to resource themselves for the delivery of climate action. They would have to form relationships with all of the various bodies that were involved in it. They would have to recruit staff so that they could actually have people to deliver the actions on the ground, as well as people to engage in the development of policy. And then we looked at a number of different options. And I've just shown one map on the right of your slide there, which is the final option that was chosen. But we looked at a structure aligned with the regional assemblies, of which we have 3 in Ireland. We looked at structures aligned with other shared services. And then we looked, because our primary focus was on adaptation, we considered the risks that have to be faced by all of the local authorities and divided the country up in that way. So what you see in the 4 areas, the western part of the island is exposed to the Atlantic and will have to deal with sea level rise and coastal erosion as 2 very, very significant risks. And 2 separate offices were formed simply because of the length of the zone to be considered there. In the middle, you had all of the Midland counties that would be looking at pluvial and fluvial flooding as some of the adaptation concerns. And then in the Dublin region, which is the small light yellow at the eastern extent of the map there, the challenge would be more of the built up urban area risks that had to be dealt with. Next slide, please. So we looked at the cost base for all of the shared services. And again, I can leave you to have a look at that later on yourselves. But we built a staff level. There were add-ons for providing offices for all of the taxes and pension costs, central management charges, which would allow for the back office support, such as human resources and financial management, that would be there to support the team within the lead local authority, and a number of other items there. Next slide. When we then we had a competition to start looking for which lead authority would be able to deliver the service, and we looked at all of the various different elements and attributes that could be scored and tried to see which of the lead authorities could deliver the best service. Next slide. So the country was split up, and again, that just is the listing of the various different risks that were considered in each of the regions.
and they are a little bit different, and that allowed for the development of expertise in each of the regions to be able to support local authorities right across the country. Next slide. This shows you the relationship between a governance structure, let's say, for our offices. Down at the bottom, you have the 4 separate offices. And because the Eastern and Midlands was covered 17 different local authorities, it had to develop sub-regions as well, so that you had the opportunity for direct engagement with each local authority. And then we had a structure with our management group and led by a steering group chaired by a chief executive of one of the local authorities. And to the side, you have the various different agencies that we had to engage with on an ongoing basis. Next slide. The key things were that 4 counties were selected to lead the service. We established a service level agreement with our parent department for 5 years, and a separate service level agreement between the lead authority and each of the local authorities. In effect, everybody knew what was expected of them and what could be delivered to each of the local authorities. Next slide. So in the initial phase of our activities, we prepared guidelines for local authority implementation of and delivery of adaptation strategies. We did all of the engagement with other sectors of government, such as government departments and the Environmental Protection Agency, to ensure that the individual local authorities could actually get on with making their plans. We carried out the strategic environmental assessment and the screening for the strategies. And within 18 months of our establishment as an office, each local authority in the country had adopted an adaptation strategy for its own 5-year period. Next slide. These slides just cover some of the key work package items that we have, so I won't go through the detail of them. So we'll skip this one and the next. And then next again, we look to the future of the partnership, the future of the Climate Action Regional Offices. And that has to be looked at in the context of our involvement in mitigation and our attainment of carbon neutrality by 2050. So we have prepared a vision and a vision document, sets out the sector's goals and sets out the resources required for local government and Carrow to deliver this. Next slide. So the future goals are to foster governance, leadership and partnerships for climate action, to achieve carbon emission and energy efficiency targets for 2030 and 2050, to deliver on climate adaptation and climate resilience, to mobilize climate action in local communities. And this is a big challenge for us because these are the areas of influence rather than direct control. We have to work with all of the various sectors to ensure that their work aligns with the goals of government. We're to mobilize climate action in enterprise and support transition to an inclusive net zero and circular economy, and we have to achieve a just transition where communities that are economically challenged should be supported so that they can come along with us. Apologies for just some of the lines that gone off the bottom of the slide there, just due to transition onto the templates. Next slide. I suppose just the recognition of the work that we have done to date shows where just yesterday we were asked to present to the upper and lower houses of the Irish government, where they have a joint committee looking at environment and climate action. So that is where we had to respond to the politicians' questions about exactly what we're doing and their performance to date, and thankfully that went extremely well for us. But it does show the governance structure works. We report through to central government, and thank you very much.
Thank you very much, Louis. It was really interesting to see how the planning started in 2013, and over the last 10 years, you've gradually been organising, putting the structures together, working out the governance mechanisms so that you can have this transition. And you spoke there about the fact that, you know, local government can organise, but there are areas where it can't do more than influence because the powers are at different levels. But you also talked there at the end about the importance of partnership with the private sector. And that gives me a perfect opportunity to introduce our next speaker, and that's Guillaume Menet from Veolia. He's going to talk about what's the role of the private sector in championing the local transitions. So Guillaume, let me pass you the floor. Yeah, thank you. Good morning, everyone. So I'm Guillaume Menet. So I work in the Public Affairs Department of Veolia. So Veolia is a provider of not only public services, but it's mainly what I'm going to be talking about today. So from what we've been hearing so far, there is a concept that's important, is that of cooperation. And in academic jargon, they will call that multi-level governance. So the fact that many actors of different nature, public authorities, so national, regional, or even local, and also NGOs and, of course, private sectors are cooperating to ensure that basically what is defined at EU levels, that is targets and general policy objectives, actually leads to real projects on the ground. So Veolia is both a global company, but with a really local footprint, because we're present in about 2/3 of the EU, and both in very big cities, but also in rural areas, in coastal regions, so everywhere. And what's a good thing with a big company is that we have a huge pipeline of projects that are replicable in different territories, and that can help us meet some of the very ambitious policy objectives we have at EU level, and that are due to become even more ambitious with the Fit for 55 package that continues its journey across the EU institutions. So we have solution in the water sector, in the waste sectors, and also in energy services. So we can also, of course, respond to the geopolitical context, that is to replace some of the imported fossil fuel that is important for both energy and geopolitical reasons. And we can do that with, for example, waste to energy. That is really important, the production of biogas from waste or from wastewater. And of course, energy efficiency, because, well, the best energy is the energy we don't use. In French, we use this notion of sobriété énergétique, which doesn't really have a really good translation in English, as far as I know. But the bottom line is that we need to make sure that we only use energy when it's necessary. And if we can prevent the unnecessary use of energy, that's even better for the environment. So on the next slide, I have a really interesting project to answer to the challenge of water scarcity in the west of France. Because, well, for a long time, we've been considering that water scarcity is a problem for basically Mediterranean regions and basically the southern hemisphere. But actually, it's not like that. If I take the example of France alone, but obviously this problem is not confined to the French borders, over a fourth of our territory in France has crossed the alert threshold for drought. So this is something we've never seen so early in the year. So to answer to these challenges, we've been developing the reuse of treated wastewater. So obviously now it can be used, for example, to water, for example, golf
amusement, golf club courses, amusement parks, and other things. But Veolia, in partnership with Vendéo, which is basically the local utility in charge of water management in the department of Vendée, so west of France. Veolia is partnering with his entity to build and operate a plant which can actually produce tap water from wastewater. So this is really a new project. I mean, this is not really functioning as of yet, because the contract was only signed last summer, but this is a really ambitious level. And that leads me to my next point, which is that we need basically a policy framework that allows experimental projects to be tested, because if they actually work, they can be replicated and answer to the needs of regions facing similar problems across Europe. So I think this is really important, that basically our local territories becomes like real life testing labs for interesting circular and energy solutions to our climate and environmental challenges. And that's where a company like Veolia can help local territories of all sizes and all characteristics. So be it mountainous areas, rural areas, cities. Veolia, in its pipeline of projects, as solutions that are tailor-made to their needs. And we open for business to help with the energy transition locally. And I think that gives us a bit more time to hopefully have some questions from our audience. Thank you very much, Guillaume. Very interesting to see an example of, how a private sector is partnering with local authorities to identify a new and innovative way they can meet problems that they can see coming at them down the pipeline that are not necessarily here yet, but you can see getting worse over the next few years. So thank you for that. Let me now bring in Mario Grubisic from the European Committee of the Regions, from the ENVI Commission. You've heard different examples there of how local communities and regional leaders have addressed some of these issues. What would you like to share about how the Green Deal can be adapted and used locally? Thanks, Tamsin. I'm going to, and as you said, we've heard on the different pathways that can be pursued from a local and regional level to get towards the goals of climate mitigation or adaptation. But now I'll be talking about an initiative of the Committee of the Regions that focuses on bridging the gap between the subnational level and between the citizens and the EU level on the Green Deal. It's called Green Deal Going Local, and of course its objective is to try to support the cities and regions to make the Green Deal go local. We can go to the next slide. So the core work of the European Committee of the Regions is its consultative work to the European institutions and its political work. So basically for the proposals that come out of the European Commission and that go into the trial procedures, we do dedicated opinions from the local and regional perspective. The Green Deal as an area is a key area of this, and this is basically the bread and butter, the core work of the COR. And here, the European Committee of the Regions really wanted to have an all hands on deck approach. In this slide, we see an overview of the different topical areas of the Green Deal, and also on their side, we see the different thematic commissions of the European Committee of the Regions that cover these areas. So we didn't want to treat the Green Deal as just a topic for environmental specialists, for the ENVE and the NAT commissions, which are the ones that deal with nature and environment and climate.
but we really wanted to open it up to all members of the Committee of the Regions and all thematic commissions. One thing I would say that each of the Committee of the Regions opinions that are developed, they have dedicated stakeholder consultation procedures, which are open to absolutely everyone. So this is a way to really open the platform for all stakeholders, even citizens, local and regional authorities who want to say something that they can say, that the European Commission